Bonjour à tous, merci d'être là et merci surtout à Stéphane Boudin-Lestienne qui est venu aujourd'hui nous faire une conférence qui s'intitule Faust chez les Noailles. Donc, Monsieur Boudin-Lestienne, donc vous avez fait vos études d'histoire et votre thèse à la Sorbonne, puis vous êtes revenu sur les lieux de votre enfance. En tant que chercheur et conservateur avec Alexandre Marre de l'exposition permanente de la Villa Noailles à Hyères. Votre thèse à la Sorbonne donc portait sur le travail de Paul Tissier, artiste et architecte, né à la fin du XIXe siècle et mort assez jeune, à 40 ans, qui, mêlant ces deux passions, concevait de grandes fêtes mondaines, des fêtes d'art qui transforment intégralement les lieux dans lesquels elles se déroulent par des architectures éphémères, ornées et de fastueuses toiles peintes. On voit assez bien le lien entre ce travail et donc vos recherches à la Villa Noailles, lieu festif et lieu de création par excellence. Et c'est donc de façon tout à fait cohérente qu'avec Alexandre Marre, vous avez redécouvert et cherché à faire connaître le Faust magicien peint par Jean Hugo. Ce travail, qui est constitué de 31 plaques de verre projetées par une lanterne magique et accompagné d'une partition musicale de Georges Auric, a en effet été présenté lors d'une unique projection à l'occasion du bal des matières donné par les Noailles dans leur demeure parisienne en mai 1929. Cette œuvre fait désormais partie de la collection de la Villa, et c'est donc de tout cela, de cette villa, de cette œuvre et de leurs liens, que vous allez nous parler maintenant. Bonjour, merci beaucoup pour cette présentation. Effectivement, un de mes sujets de prédilection, entre autres, sont les chemins de traverse de l'architecture et des arts appliqués lorsqu'ils viennent à croiser ceux de la fête, comme on appelle ça, et particulièrement dans les circonstances spécifiques de l'entre-deux-guerres, où effectivement il y a eu des essais, des tentatives tout à fait remarquables, qui ont vu de véritables créations artistiques se retrouver mêlées à des soirées mondaines, à des soirées artistiques, à des soirées aussi étudiantes. On rappellera aussi que, par exemple, à Paris, il y avait aussi les étudiants des Beaux-Arts, l'école des arts décoratifs ou même l'école spéciale d'architecture faisaient des soirées, et la plus célèbre, c'était évidemment le bal des 4 arts, où on voyait en fait un déferlement de créativité. Donc en fait, ce champ-là m'a toujours beaucoup intéressé, justement parce qu'il permet de croisement, autant artistique que justement aussi des fois sociologique. Alors justement là, ici, on va aujourd'hui parler de quelque chose, d'un phénomène qui va se développer chez des très grands aristocrates. J'ai nommé Charles et Marie-Laure de Noailles. Donc, ils se marient en 1923. Ce mariage fait l'objet de 5 pages dans le Vogue, pour vous donner juste un tout petit peu une idée de ce que représente déjà en termes de mondanité, hein, de ce couple, qui en plus, si vous voulez, Marie-Laure de Noailles hérite de la fortune de sa famille, elle est la seule héritière en fait de la banque Bischoffein, c'est-à-dire une des 10 premières fortunes de France. Avec Charles de Noailles, qui est déjà une personnalité intéressante en lui-même, sensible aux arts, sensible à la modernité. Ils vont former un couple de mécènes absolument extraordinaire, dont la première des manifestations est la villa qu'ils construisent à Hyères. Comme vous connaissez probablement la petite phrase sur la petite villa intéressante à habiter, c'est-à-dire au départ ce qui devait être une simple maison de vacances pour passer l'hiver sur la côte d'Azur, maison on va dire un peu unifamiliale, et qui au fur et à mesure des années 20, enfin la première phase est achevée en 25
et ça va continuer jusqu'en 31, 32. On va voir la maison se transformer en une sorte de complexe, je serais presque tenté de dire hôtelier, avec 15 chambres d'amis, avec une piscine, un squash, un gymnase, toutes sortes de surprises à l'intérieur. Il y a un salon de coiffure, enfin toutes sortes d'équipements, de façon à pouvoir passer avec leurs amis de tous bords, je dirais. Les amis, évidemment, aristocrates, les amis milliardaires, les amis de la jet set, mais aussi leurs amis artistes qui se mêlent à cette haute société, et bien de pouvoir les accueillir pendant les mois d'hiver et de profiter pleinement du soleil de la Côte d'Azur. Ils sont aussi célèbres pour cet hôtel particulier dont Marie-Laure de Noailles hérite de sa famille, l'hôtel Bischoffein, qui se trouve place des États-Unis dans le 16e arrondissement, hôtel qui a été construit par son grand-père, Ferdinand Bischoffein, dans lequel il a mis la collection remarquable d'œuvres d'art anciennes qu'il a acquis, c'est-à-dire de Rubens, 3 Goya, un Watteau, des Rembrandt, un Géricault qui est unique, etc., etc. Donc une collection déjà considérable, et que les Noailles décident de réaménager à peu près simultanément à la construction de la Villa Noailles, donc qu'ils appellent eux Villa Saint-Bernard, qui est, j'ai oublié de le préciser, l'œuvre de Robert Mallet-Stevens, élève de l'école spéciale d'architecture, et l'hôtel particulier à Paris, lui, est décoré essentiellement par Jean-Michel Franck, grand créateur de l'époque, qui, vous voyez, là, propose une version très différente de la modernité, et qui est importante pour notre propos, un peu plus que Saint-Bernard ou que hier. C'est-à-dire que vous allez remarquer dans ce fumoir qu'il réalise, qui est une pièce qui est inaugurée en 1926 et qui est un détonateur en fait à l'époque, quelque chose d'incroyable, de jamais vu. C'est une pièce qui est recouverte de parchemin, de carrés de parchemin. Les paravents, vous voyez, sont en marqueterie de paille. Vous voyez aussi peut-être le buffet à l'arrière. Il y a des meubles en bronze, comme les portes ou la petite table basse. Il y a des lampes en quartz ou en lame d'ivoire. Donc en fait, vous voyez, il y a déjà des matières, une utilisation tout à fait intrigante des matières, et qui fait dire d'ailleurs à Boris Cokno, dans ses mémoires, il raconte qu'il se demandait chez les Noailles, puisqu'on lui disait que tout était en paille et en peau de serpent, si c'était pas une sorte de hutte de sorcier. Les Noailles accrochent sur leurs murs les artistes les plus extraordinaires de leur époque, qu'ils découvrent au fur et à mesure, et dont ils deviennent non seulement collectionneurs, mais de plus en plus précisément des mécènes. Et je vais préciser très rapidement quelque chose là-dessus, c'est qu'entre leur mariage, entre 1923, le moment où ils font construire la villa commence à être reconnue, publiée vers 1926. Très vite, les Noailles apparaissent comme des collectionneurs et comme, selon les mots de la presse, comme des mécènes. Donc, on bascule dans un statut qui est un peu plus que celui du collectionneur. C'est quelqu'un qui vraiment aide les artistes, et souvent à titre gracieux. On peut comprendre aussi qu'il y a une accélération dans leur mécénat, c'est-à-dire qu'au départ, effectivement, ils collectionnent pour eux, puis plus ça va aller, plus ils vont devenir aussi commanditaires, et puis même être prêts à aider des artistes, j'allais dire, en surévaluant. Le tableau que vous avez derrière vous, c'est un tableau de Salvador Dali. Les Noailles sont les premiers collectionneurs réels, enfin, de Salvador Dali, c'est-à-dire qu'ils lui achètent un tableau et qu'ils non seulement achètent ce tableau, mais le font publier et le revendiquent.
Et c'est le jeu lugubre, qui est un tableau qui est quand même très très spécial, puisqu'il y a un personnage avec un caleçon taché d'excréments. Donc il y a aussi une audace chez eux qui est très forte. Et ce tableau, par exemple, ils l'achètent 20 000 francs. Un tableau de Dali, même un grand, à l'époque, vaut environ 5 000 francs. 7 000 si vraiment il est grand. Mais il l'achète 20 000 francs parce que Salvador Dali a besoin des 20 000 francs pour s'acheter sa maison à Portligat. Donc voilà comment on passe en fait d'un statut de simple collectionneur à un statut de mécène. On apporte un peu plus. Comme ils ont les moyens sont illimités, que pour eux 20 000 francs c'est vraiment rien, ils font très régulièrement ce genre de choses. C'est un tableau qui est fait en 1929. J'ai choisi des exemples de 1929. Un autre exemple, le complice de Salvador Dali, c'est Luis Buñuel. Ils ont sorti en 1929 le célèbre Chien andalou. Les Noailles l'ont vu et leur commandent donc un deuxième film qui va être L'Âge d'or. Donc vous avez ici une image. Là, les Noailles vont dépenser énormément d'argent et plus de 700 000 francs pour produire intégralement ce film dont ils entendent. Logiquement, ils auraient dû être remboursés par les recettes, mais le scandale provoqué par le film, qui est extrêmement anticlérical, anti-tout, anti-bourgeois, anti-tout ce que vous voulez, fait que le film est censuré, interdit, et qu'il n'y a il y a très peu d'exploitation commerciale, en tout cas pas suffisamment pour rembourser les 700 000 francs qu'ils ont dépensés. La même année, toujours 1929, ils achètent le manuscrit des 120 journées de Sodome du marquis de Sade, manuscrit qui a connu toutes sortes de déboires depuis sa rédaction à la Bastille dans les années 1780, et que le marquis avait cru perdu à jamais, qui avait été retrouvé après la prise de la Bastille, qui a vécu toutes sortes de vies, qui avait été souvent recopié n'importe comment et publié souvent pour faire la démonstration que le marquis de Sade était un fou. Les Noailles, non seulement l'acquièrent, alors il y a un très lointain lien de parenté avec Marie-Laure de Noailles par sa grand-mère, mais il y a aussi la volonté, et ça c'est un mécénat, et c'est un mécénat, je dirais, très éduqué, et très intelligent et très marquant pour le XXe siècle, c'est qu'il décide surtout de le confier à Maurice Heine, qui va en faire la première édition privée, parce qu'on ne peut pas publier, on ne peut pas faire une édition publique à l'époque d'un livre avec cette matière-là, mais il y aura au moins une édition privée qui va permettre d'établir le texte et de rétablir le marquis de Sade comme un grand penseur. Toujours dans cette année-là, les Noailles font aussi quelque chose de peut-être un peu plus festif avec le cinéma. Ils demandent à Man Ray de faire un film dans leur villa d'hier, et qui s'appelle Les Mystères du Château du Dé. Vous pouvez le trouver très facilement, et je vous recommande de découvrir ce bijou qui est une des merveilles de Man Ray, et qui a été forcément aussi diffusé à l'époque. Et donc le film de Man Ray s'est retrouvé dans des salles de cinéma parisiennes. Donc c'est là où on voit que le rôle du mécène ne consiste pas qu'à rester au milieu de sa collection. En effet, les Noailles, on l'a dit, aiment partager, aiment vivre aussi, font toute cette activité de mécénat avec beaucoup de légèreté, d'enthousiasme. Et la photo qu'on a ici, c'est une photo où on voit le couple Noailles entouré de tous les amis avec qui il tourne le film de Man Ray, et Man Ray lui-même qui est au premier plan, par terre. Vous voyez, un petit peu goguenard quand même, en regardant justement ces aristocrates un peu farfelus, un peu fous, qui dépensent tant d'argent pour
non seulement leur plaisir, mais aussi pour l'histoire des arts. Alors, on pourrait se demander, et ça a été souvent dit, ça a été souvent critiqué, est-ce que les Noailles ne sont pas juste des gens qui voudraient s'amuser avec les artistes et finalement ne comprendraient pas ce à quoi ils ont affaire? Il y a eu des malentendus, ou des choses parfois un peu complexes à gérer. Mais en fait, très rapidement, la plupart des artistes se sont aperçus que non, on pouvait faire absolument confiance à ces gens-là. Comme je l'ai dit, j'ai voulu justement vous montrer, avant de parler des fêtes, les œuvres qu'ils ont aidées ou mécénées, enfin que ce soit le Marquis de Sade, que ce soit Dali. On comprend que ce ne sont pas des gens simplement qui veulent que s'amuser, mais ils ont un véritable instinct qui les conduit sur la route du XXe siècle. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils aiment la fête et ils veulent que les artistes participent à ces fêtes. Et ils veulent que ça soit une occasion, en fait, pour eux d'une commande. Une occasion pour eux de gagner un peu d'argent, mais élégamment, à travers une commande. Donc, si vous voulez, c'est un prétexte, quasiment, pour les aider, sans que ça ait l'air effectivement trop simplement de la charité. C'est aussi l'objet, l'idée étant de leur dire, ben voilà, faites ce que vous voulez, faites quelque chose pour la fête, mais comme ça, on vous produit, on vous aide à créer une nouvelle œuvre. Alors, je voulais aussi vous montrer cette image de Marie-Laure de Noailles pour une fête futuriste, pour l'inauguration de l'hôtel particulier. Là, on voit aussi cette utilisation un peu folle des matières dans un costume de Jean-Michel Franck en peau de poisson, qui est très très drôle. Les peaux de poisson proviennent probablement, vous savez, étaient utilisés dans la fabrication de certains meubles, hein, sous le nom de Galusha. C'est probablement pas vous qui vais apprendre ça. Et Jean-Michel Franck a été puisé dans le stock de Chano, qui sont son producteur, son créateur. Et donc, les Noailles font appel à, on va dire, veulent, pour leur grande fête, décident en 1928 de produire pour la saison de 1929 une fête, enfin de donner une grande fête dans leur hôtel particulier à Paris. Et au cours de cette fête, il y aura un divertissement. Ce divertissement mettra en scène des entrées imaginées par le comte de Beaumont, qui mettra en scène la haute société. Et de l'autre côté, il y a deux couples, entre guillemets, d'artistes. Il demande à deux fois deux artistes, de coopérer ensemble pour créer deux autres divertissements. Alors, le premier couple, c'est le Jean-Michel Franck et Francis Poulenc. Ils vont créer un ballet qui va s'appeler Obad. Ce ballet, enfin, cette musique va d'ailleurs être très vite célèbre, et c'est une des partitions les plus célèbres aujourd'hui de Francis Poulenc. Je ne vais pas m'attarder dessus, puisque c'est un autre sujet. Et la deuxième, c'est donc Le Fausse Magicien, qui est commandé à Jean Hugo et Georges Auric. Donc on va commencer par Jean Hugo, le présenter très rapidement. C'est donc un descendant de Victor. Il est le fils de Georges Hugo, petit-fils de Victor, et qui a des aptitudes au dessin très jeune. Il commence à dessiner. Et pendant la Première Guerre mondiale, il s'intéresse au cubisme, il s'intéresse au travail de Roger de la Fresnaye, notamment. Et puis, il va rencontrer sa future femme, Valentine Gross, qui est une amie de Diaghilev au départ, et donc de Jean Cocteau, de Picasso, de Satie et de Georges Auric. C'est comme ça que très rapidement Jean Hugo découvre toute cette faune pendant la Première Guerre mondiale. On est en 1916, 1917.
il découvre Parade, hein, à ce moment-là. Et puis, dans l'atelier de Picasso, il découvre un artiste qu'il ne connaissait pas, le douanier Rousseau. Non pas qu'il va s'inspirer très directement du douanier Rousseau, mais ça va, quelque part, ça va déclencher quelque chose. Et plutôt que d'aller vers le cubisme, il va peut-être finalement aller vers une peinture plus franche. On pourra dire naïve pour la décrire simplement, même si c'est pas de la peinture naïve, ça serait justement naïf de dire ça. Et en même temps, il va s'intéresser au théâtre et à la création de décors. Il va faire les décors les costumes, pardon, pour les mariés de la Tour Eiffel, qui, vous savez, est une pièce de Jean Cocteau qui est illustrée de partitions musicales du groupe des Six, c'est-à-dire Honegger, Poulenc, Auric, Taillefer et Louis Duret. J'en oublie un peut-être. Jean-Hugo et Valentine rencontrent les Noailles aux alentours de 1925-27. J'ai mis cet exemple, c'est une gouache pour une petite commande de Marie-Laure de Noailles à Jean-Hugo, qui lui demande de faire une maquette pour faire une tapisserie au point noué du blason des Noailles. Donc en fait, Jean-Hugo réalise cette petite œuvre. Et on le voit venir ailleurs en 1929. Je vous montre un peu ces images de contexte, puisqu'en fait, c'est le moment où il est en train de réfléchir à ce qu'il va faire pour le Fausse Magicien. On est en janvier 1929 et pour une fois, il a neigé sur la Côte d'Azur. Donc on voit ces images et du coup, il a attrapé la grippe et il est au lit. Là, on voit une autre image un petit peu postérieure en fait à notre sujet, 1930, mais il est encore ailleurs et il est avec Georges Auric et on voit justement là pour le coup les deux auteurs du Faust magicien. Georges Auric est pour vous le présenter rapidement, est un musicien qui a commencé justement dans ces années aussi, pareil, à la sortie de la Première Guerre mondiale, ses premières œuvres, fait partie du groupe des Six, c'est un ami très proche de Francis Poulenc. Il est remarqué dans ses premières œuvres et il fait un ballet notamment pour Diaghilev en 1924. C'est quelqu'un qui va avoir un destin très particulier dans la musique française, puisqu'en fait, comme je vous l'ai dit, ils commandent des films. Ils vont commander un film à Jean Cocteau, Le sang d'un poète, et c'est Georges Auric qui fait la musique du film. Et il va faire toute la musique des films de Jean Cocteau. Donc vous ne connaissez pas forcément son œuvre, son nom, mais vous connaissez son œuvre. Et ensuite, il a fait énormément de musique de film, et même essentiellement de la musique de film. Il fera plus de 120 films. Donc il y a la partition, je dirais presque la plus connue pour vous tous, c'est La Grande Vadrouille. Peut-être que vous avez certainement tous vu. Et donc c'est lui qui fait la musique. Alors, il y a un librettiste, Louis Laloy, qui écrit très vite. On choisit le duo choisit d'illustrer, de faire une sorte de petite parodie de Faust en prenant des extraits du Faust de Goethe et de celui de Marlowe et de mêler tout ça. Et Louis Laloy écrit qui est un musicologue. Il écrit un livret. Georges Auric compose la musique pour 3 chanteurs et on en reste là, on en est en janvier 1929 et là va se poser en fait différentes questions. Je reviendrai après dessus. On va d'abord parler du bal. Quel est l'objet de ce bal? Le bal lui-même va s'intituler Bal des matières. Les Noailles, justement, peut-être entendent dans Paris toutes les rumeurs, toutes les plaisanteries qui courent autour de leur salon et de leurs aménagements extraordinaires, qui mélangent toutes les matières, et ont décidé de tourner tout ça en dérision, en quelque sorte. Et ils ont dit, eh bien très bien, on va faire le bal des matières, et on va interdire
les étoffes usuelles d'habillement. On ne va pas donner de thème, par exemple, je ne sais pas moi, l'Égypte ancienne, Versailles, enfin, une note exotique ou quel que soit le sujet du bal, mais on va faire un sujet en diagonale. Vous pouvez faire n'importe quoi pour votre costume, du moment qu'il est réalisé en cartonnage, en plume, en métal, en tout ce que vous voulez. Et donc ça va être un festival effectivement extraordinaire de toutes sortes de costumes. J'en ai mis quelques exemples ici. Il y a des costumes, alors on n'a pas d'image, mais le plus drôle pour moi, enfin reste le plus drôle, c'est les costumes ratés de Maurice Sachs, qui a un costume en caillou. Et donc, évidemment, personne ne veut danser avec lui, ayant peur de se salir ou de se heurter. Il y a le musicologue André Scheffner qui s'est fait un costume en liège, et il dit que c'est pas facile du coup d'entendre de la musique avec un costume de liège, etc. Et donc il y a Paul Morand qui a un costume fait des couvertures de ses livres chez Gallimard, etc., etc. Donc tout ça est très, très fantasque, des gens arrivent couverts de plumes, etc. Et il faut s'imaginer que c'est un bal incroyable. Il y a une lettre de Charles de Noailles au commissaire de police du 16e arrondissement pour lui demander 2 agents, puisqu'en fait il attend environ une centaine de voitures. Donc juste pour faire la circulation place des États-Unis à ce moment-là. On est le 19 juin 1929 et effectivement arrive un cortège incroyable de taxis, de voitures les plus élégantes, d'où sortent justement cette faune habillée dans les costumes les plus improbables. On a quelque chose. Quelques-uns participent aux entrées imaginées par le comte de Beaumont, qui sont en gros qui s'appelle le divertissement gothique et qui interprète la mythologie médiévale. Donc là, ils sont habillés en carte à jouer. Voilà, en chevalier, ici, les Faucigny-Hucinge, par exemple. Et enfin, le comte et la comtesse de Beaumont, grands animateurs de la vie mondaine, qui sont habillés ici justement dans des costumes de Jean et Valentine Hugo. La comtesse interprète la chimère et le comte de Beaumont un lion. Vous voyez, on a une image extraordinaire de ce que donnait ce divertissement gothique. Et on voit effectivement les qualités de showman du comte de Beaumont. Vous voyez encore une autre image, et là, on comprend un tout petit peu, on va justement reparler de cette image-là, parce que ce que vous voyez ici, c'est en quelque sorte la scène qui est là, mais en fait, derrière cette scène, vous allez comprendre. Le jardin des Noailles se termine, en quelque sorte, c'est un grand triangle qui se termine par un kiosque, vous voyez, en faux 18e, qui avait été aménagé par Jean-Michel Franck. Alors encore avec une histoire de matière incroyable. Les paravents que vous voyez sont en panneaux de terre cuite. La table est en ardoise. Les chaises sont en fer battu et en cuir. Les torchères sont d'Henri Laurence et il y a une vingtaine de phares de voitures qui éclairent la voûte qui est dorée à leur fin. Donc, la table a été enlevée juste avant et Jean-Michel Franck et Francis Poulenc ont forcément utilisé ce décor pour leur ballet, le ballet qui va terminer le divertissement. Mais du coup, ça pose un problème à Jean Hugo, parce qu'il ne peut pas imaginer des décors, parce que comme vous le voyez bien, c'est pas un réel théâtre. On ne peut pas changer, il n'y a pas de coulisses, il n'y a pas de cintre, on ne peut pas changer de décor. Donc en fait, s'il y a déjà un décor installé derrière, je vous remonte l'image juste avant, vous voyez, en fait, on
on va mettre des tentures pour cacher ce décor qu'on va révéler ensuite. Mais du coup, le divertissement, le fausse magicien imaginé par Georges Auric il n'est pas possible d'imaginer des décors, il n'est pas possible de le mettre en scène. Donc il faut tout repenser, et c'est ce que fait Jean Hugo, et qui soudainement a cette idée d'aller chercher, de faire un pas de côté, et de proposer quelque chose de plus original. Après tout, il fait de la peinture et il fait des décors de théâtre. Et pourquoi ne pas mêler les choses et d'aller chercher quelque chose de plus ancien, c'est-à-dire la lanterne magique, et de remonter quelque chose de cet ordre-là. C'est assez ironique, finalement, chez des quasi-producteurs de cinéma d'avant-garde, d'aller montrer cet ancêtre du cinéma. C'est aussi une manière de réintroduire du fantastique, d'aller chercher du côté de l'émerveillement de l'enfance. Alors, on peut rappeler évidemment le passage de Proust dans La Recherche qui évoque sa propre expérience des lanternes magiques dans sa chambre quand il est enfant. On peut évidemment rappeler toute l'histoire des lanternes magiques, mais je crois qu'il y a eu une conférence déjà sur le sujet. Pour faire bref, c'est issu, la lanterne magique est en quelque sorte codifiée, inventée, soi-disant, par Christian Huygens à La Haye en 1659, c'est-à-dire une petite machine, si vous voulez, avec une lampe, une lentille, une cheminée pour faire sortir la chaleur. Et à partir de là, vous faites un passe-vue et vous pouvez mettre des dessins sur verre, des aquarelles, toutes sortes de choses. Et notamment ensuite, tout ça va être perfectionné. Il va y avoir des images animées, des images qui se transforment, des paysages, par exemple, dont on change le fond et qui permettent de passer du jour à la nuit. On va aussi avoir des apparitions fantomatiques, des squelettes, des démons, etc., etc. Donc la lanterne magique a à voir avec ce rapport étrange. Enfin, c'est vrai que le thème ici de cette année, c'était le sacré, donc on en avait parlé un petit peu de cette idée de ce que transporte aussi la lanterne magique en elle-même. Elle transporte en soi tout un imaginaire sur le fantastique, un imaginaire de ces images illusoires, enfin qui sont de l'ordre de l'émerveillement. Donc c'est quelque chose qui à la fois est un phénomène de foire. On les voit très populaires. C'est dans les foires populaires qu'on fait des projections de lanternes magiques et on joue à se faire peur, à aller voir le spectre de Louis XVI ressortir de sa tombe, enfin des choses comme ça, grâce aux lanternes magiques. Il y a aussi très rapidement, à la fin du 19e siècle, il y a des lanternes magiques, je dirais, familiales, donc ça fait partie du folklore familial, un petit peu comme on avait encore les films Super 8 en famille, ou ce genre de choses, ou les projections de diapositives, si vous voulez. Et donc, c'est quelque chose qui fait partie des histoires de famille. Et notamment, on raconte que Victor Hugo faisait des projections de lanternes magiques pour ses petits-enfants. Donc, quelque part, c'est aussi ce que reprend Jean Hugo. Alors, on va rentrer maintenant dans ce faux magicien. Je vais juste, simplement, avant de rentrer là-dedans, évoquer quelque chose sur l'histoire de la musique qui a été perdue, tout comme le livret. En fait, la musique a été dispersée, elle n'est pas exactement perdue, mais elle a été réutilisée par Georges Auric plus tard, et notamment il y a des petits bouts qui ont été retrouvés dans la musique qu'il a fait pour le film Aimez-vous Brahms, probablement que vous connaissez, avec Anthony Perkins, Ingrid Bergman et Yves Montand.
film de 1961. Et donc il a réutilisé sa musique. Pourquoi? Parce que tout simplement, ce qu'ils ont tenté, Jean Hugo et lui, pour cette soirée chez les Noailles, n'a pas eu d'écho. Et peut-être qu'elle a été trop compliquée. Peut-être elle a été trop étrange. C'est une expérience en fait qui n'a pas d'équivalent. Faire une sorte, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un opéra dessin animé, une suite d'images, une projection de lanterne? Qu'est-ce que c'est? C'est du cinéma, c'est de la... Donc ça n'a... Si les Noailles sont totalement ouverts, évidemment, à ce genre d'expérience, c'est moins évident que le public la comprenne. Et donc, en quelque sorte, le Faust magicien est resté lettre morte, n'a pas eu de succès. La partition n'a pas trouvé d'éditeur. Jean Hugo s'est peut-être posé la question de faire un portfolio avec les images, puis finalement ne l'a pas fait. Et donc, le Faust magicien, contrairement à l'Aubade de Francis Poulenc, n'a pas eu de suite, et il est resté disparu. Alors, personnellement, moi je l'avais retrouvé dans le programme de la... parce que les Noailles ont évidemment édité un programme pour la fête, pour le bal des matières, et de fil en aiguille, d'une enquête, une amie qui m'a permis de contacter la famille de Jean Hugo, eh bien, on a pu retrouver cette œuvre qui était dans une boîte, qui était dans ces boîtes que vous voyez, les boîtes Guilleminot. Et je vais essayer juste de vous décrire rapidement en fait, ce qu'a fait Jean Hugo. La première diapositive que je vous montre est en fait un essai. Je vais vous montrer quelques essais pour essayer de vous faire comprendre ce que c'est. Les plaques elles-mêmes ont 12 cm sur 8, format horizontal. Ce sont par tout le temps 2 plaques en fait, de verre qu'on a scotchées ensemble. Et Jean Hugo a peint sur les 2 faces. Alors, dans ses premiers essais, là, vous voyez, il ne sait pas encore vraiment vers où il va aller. Il est encore un peu vague. Il va se poser d'autres questions, notamment en utilisant tout ce que lui permet cette petite peinture émaillée qu'on fait cuire au four ensuite. Et donc, notamment, il y a une chose intéressante, c'est qu'il se rend compte très rapidement qu'il n'a pas à peindre le blanc. Le blanc, en fait, sera toujours en réserve. Le blanc, c'est le blanc de l'écran. Donc, en fait, il peint autour. Donc, la feuille que vous avez là n'est pas peinte. En fait, c'est le décor tout autour qui est peint. Il va rechercher ça. Il va même se poser la question peut-être de faire une sorte de peinture pointilliste, mais probablement ce sera trop long. Il se pose la question de peut-être aller, puisque Faust est un mythe qui est censé se dérouler au XVIe siècle, vous voyez, il y a quelque chose, il va s'inspirer de l'art de la Renaissance, des costumes de la Renaissance. Donc ça, c'est encore une plaque d'essai qui ne fait pas partie du Faust définitif, mais qui montre déjà comment le peintre évolue dans sa recherche. Voici une autre plaque d'essai. Et on voit aussi une autre recherche tout à fait particulière. On voit qu'il renverse son pinceau et il fait des entailles, comme ça, pour créer, vous voyez, ce qu'on appelle les crevés dans les costumes du XVIe siècle. Hein. Vous voyez, ces fentes dans le costume et qui sont vraiment, en fait, tailladées dans la peinture, si je puis dire. Et donc, il avait cette volonté d'abord d'avoir quelque chose de très dense, de très... Puis, finalement, il évolue, et ça, c'est la page de titre la première des plaques. Il évolue vers quelque chose de plus nuageux, je dirais. Notamment, pourquoi? Parce que quand il y a une diffusion sur un écran blanc, ce qui est peut-être justement plus intéressant, et ça, ce que ne rend pas les numérisations et la projection que vous avez ici, ça ne rend pas l'effet que donne une lanterne magique. Une lanterne magique, vous pouvez jouer sur la mise au point. Il y a quelque chose qui se passe, justement, il y a un léger flou
tout autour, et il y a un halo circulaire, qui crée en fait cette image assez effectivement magique, assez extraordinaire. Donc il va travailler justement cet effet-là, parce que s'il avait fait, au début, s'il avait vraiment fait une image rectangulaire, eh bien, il y aurait toujours cette idée de cadre. Et là, il élimine le cadre, et il fait un monde, il crée un monde beaucoup plus flottant, qui n'a pas de limite, et il joue aussi avec cet espace de l'écran. Il joue avec beaucoup d'humour. Vous voyez, il y a un petit personnage qui passe les mains et qui met un carton, un petit peu comme si on était au cinéma, en fait. Vous voyez, comme quelque chose de cet ordre-là, du cinéma comique, ou du théâtre comique, enfin quelque chose de la scène, avec ces mains qui présentent le titre. Alors, ça donne aussi des recherches atmosphériques tout à fait intéressantes, avec cette première entrée en matière, avec cette lune, ce halo crépusculaire, dans la clairière dans laquelle Faust rencontre Méphistophélès. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il a aussi gardé des bavures qui sont provoquées par la cuisson de la peinture. Donc vous voyez, et ça se voit notamment dans la chevelure de Faust, ou dans les cornes de Méphistophélès. Je continue sur cette scène. Donc là, vous voyez en fait les deux plaques que je vous ai montrées tout à l'heure. Il a continué sur la même lignée, mais finalement, voici une interprétation définitive. Alors, ça pourrait paraître très simple et enfin presque naïf, encore une fois, mais là, je vais vous montrer une autre image, et vous voyez à quel point, justement, la composition peut être complexe. Et là, justement, on va jouer avec les blancs, avec ce cheval, vous voyez, qui en fait n'est pas peint, si ce n'est les yeux et la crinière et les rênes. Et ça, c'est grâce en fait à la technique des deux plaques. Donc, si vous voulez, il y a une plaque sur laquelle on a peint le cheval marron, en fait, en gros, hein, pour simplifier, et une autre plaque sur laquelle il a peint justement les yeux, les détails, etc., qui reviennent en fait. Et une fois que vous assemblez les deux, vous avez l'image qui est construite ici. Donc en fait, c'est bien plus complexe qu'on ne pourrait y penser. Là, je vous montre encore une image où là aussi, vous voyez ces craquelures qui sont apparues à la cuisson, et les perspectives, et cette interprétation assez drôle de la Renaissance, et notamment de Cranach, si on peut penser, vous savez, aux Vénus de Cranach, avec leur voile, leur nudité et leur coiffure très sophistiquée et leurs petits colliers. Donc voilà, évidemment, l'histoire est très brève, hein, il y a 30 plaques, on a très peu d'éléments sur le livret, à peine on a retrouvé 2 vers et c'est tout. Mais évidemment, on comprend par l'iconographie, les motifs et l'histoire qui est très classique, puisque évidemment, après avoir vendu son âme, forcément, Méphistophélès vient la chercher au dernier moment, et c'est la descente aux enfers, les démons qui viennent chercher. Et là, vous avez une des rares plaques qui a subi un dégât et qui, vous voyez, est légèrement fêlée sur le côté. Donc on a, comme vous pouvez le voir, sur la fragilité en fait de cette œuvre. Je finis avec forcément, encore une fois, vous voyez ce rideau qui vient ponctuer avec beaucoup d'humour l'œuvre. J'arrive parfaitement au bout de la conférence, et peut-être est-ce que vous avez des questions sur le travail avant qu'on en conclue quelque chose? Peut-être. Ça me semble plutôt que de... Voilà, je pense que ça parle de soi-même. Mais est-ce que vous avez des questions? Voilà. J'avais juste une question. Tout à l'heure, vous avez parlé de divertissement gothique. Oui. J'ai pas saisi. Alors, pour faire vite,
Le comte de Beaumont adore faire des fêtes, c'est lui qui vraiment initie les grandes fêtes des années 20, et il fait des entrées. Alors les entrées, ce sont des groupes qui appartiennent à l'aristocratie, des gens qui appartiennent à l'aristocratie, ou des artistes, ou des gens qui sont... Picasso, par exemple, a fait partie des entrées des comtes de Beaumont, et sont mises en scène, chorégraphiées, et correspondent à une sorte de programme. C'est une sorte de... Ça tient à la fois du mime, de la petite danse, etc. Et c'est vraiment un spectacle. Et ça fait partie, on appelle ça des entrées parce que c'est un groupe qui fait entre, ça commence le bal. Donc le bal, on rentre et donc il y a des, je sais pas moi, pour vous donner, pour son bal exotique en 31, Serge Liffard arrive avec Nathalie Palais habillée et fait une danse rapidement avec entouré d'esclaves, enfin voilà, par exemple, tac tac tac, et on fait ce genre de choses. Voilà. Et généralement, c'est photographié dans la presse et ça donne lieu à ça. Donc, mais ça peut, par exemple, donner lieu à une commande, par exemple, une petite musique à Erik Satie, un costume à Picasso, etc. etc. C'est aussi, du coup, une manière de donner un petit coup de pouce aux artistes. Et le divertissement gothique, c'est celui qu'il a fait pour le bal des matières. Voilà. Il a mis en scène, il a dit, bah, on va prendre le roman de la rose, le faucon, enfin tout le folklore médiéval, si vous voulez, en fait, les légendes médiévales, et on va les mettre en scène. Donc il y aura un groupe qui... Voilà. Voilà. C'est ce qui est une manière de... Presque, en fait, ce qui est drôle, c'est que ça pourrait être un équivalent à des performances. Parce que c'est pas du théâtre, c'est encore une forme. Ce qui m'intéresse justement là-dedans, c'est que c'est des formes bâtardes, je pourrais dire, des croisements en fait entre plusieurs choses et des pratiques amateurs, mais qui mêlent aussi des interventions d'artistes. Voilà. Je sais pas, une question, quelque chose, une remarque. Ben voilà, alors si vous voulez, juste pour conclure sur ce Faust magicien, dont vous pouvez découvrir l'intégrale des images dans le livre qu'on a édité là récemment avec Norma, aux éditions Norma, avec Alexandre Mar, et bien que vous pouvez trouver dans la librairie en dessous. Moi, je crois qu'il y a quelque chose d'assez extraordinaire dans cette histoire, et qui tient en fait au pouvoir des images, en fait, au pouvoir de la fascination des images et au jeu qu'on peut en faire. Donc, à revenir, à rentrer dans cette histoire. J'espère que ça vous a intéressé. Merci de votre attention.